Bienvenue dans le podcast AWS en français. J'ai compté 82 nouveautés ces 2 dernières semaines. Java 17 est disponible sur AWS Lambda. Verified Access est disponible également. On va expliquer ce que c'est. Vous pouvez maintenant provisionner de la capacité sur Athena ou encore développer des applications web et desktop avec Amplify pour Flutter. On parlera également de sécurité du système Nitro. On détaille tout cela dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français, réalisé dans des conditions un peu particulières, puisque je suis dans une petite chambre d'hôtel où ça résonne un peu peut-être, je ne sais pas mon setup habituel. Désolé pour la variation de qualité de son. Je vais présenter aujourd'hui une conférence sur Amplify Swift, comment créer des applications mobiles qui peuvent travailler offline avec le Amplify Data Store. Je vous mettrai le lien vers le lien de la vidéo de la conférence quand elle sera disponible. Mais ça n'empêche pas de réaliser le podcast avec différents sujets que j'ai évoqués dans le sommaire. Et le premier, c'est un blog post qui a été publié jeudi 4 mai par Matt Garman, qui est vice-président de la division vente, globalement, de vente et marketing d'AWS, qui annonce que nous continuons de travailler sur un système, on appelle ça en anglais the AWS Digital Sovereignty Pledge. Vous montrez par tous les moyens disponibles que vous êtes propriétaire de vos données et qu'AWS ne peut jamais y accéder. Et dans le blog publié aujourd'hui par Matt Garman, il annonce que nous avons fait auditer AWS Nitro par un cabinet indépendant de cybersécurité et qu'ils ont publié leur rapport dans un blog assez intéressant d'ailleurs à lire. Alors Nitro, c'est quoi ? Nitro, c'est le système de virtualisation d'AWS, un système qui est fait de matériel et de logiciels qui permet de créer des instances sur du matériel physique et de virtualiser en matériel tout ce qui est normalement révolu à un hyperviseur classique, c'est-à-dire les accès réseau, les accès au CPU, les accès au stockage pour EBS également, de mettre des enclaves sécurisées pour du calcul sécurisé au niveau des enclaves et pas des VM. Une des choses qui est particulièrement intéressante sur Nitro, c'est que le système est conçu pour ne pas avoir de DOM 0, donc il n'y a pas ce domaine habituel qu'il y a sur les autres hyperviseurs qui permettent à des administrateurs système de se connecter. Les administrateurs système AWS ne peuvent pas se connecter sur les machines physiques, tout simplement parce qu'il y a voilà, c'est pas implémenté, il n'y a pas moyen de se connecter. Et vous n'avez pas l'obligation de nous croire sur parole, évidemment. On a fait auditer ce système, y compris les détails de fonctionnement interne de ce système, par un cabinet qui s'appelle NCC Group, et ils ont publié leur rapport, et ils le confirme ce que nous disions depuis longtemps, c'est que, je les cite, enfin je traduis de l'anglais en même temps, NCC Group a trouvé qu'il n'y a pas d'indication qu'un employé du Cloud Service Provider, donc d'AWS, pourrait obtenir accès à des systèmes à aucun host. Il n'y a pas moyen de se connecter. Donc Nitro, c'est au cœur de la sécurité, c'est au cœur de la souveraineté de vos données. Le chiffrement des données est également au cœur de la souveraineté et de vos données, avec notamment une annonce qui a été faite à re:Invent l'année passée, qui est rappelée dans ce blog post. C'est la possibilité pour certaines entreprises et certains workloads, certaines applications, de stocker éventuellement les clés maîtres d'AWS KMS en dehors du cloud AWS. Donc KMS, c'est un système qui génère des clés à la demande, par exemple pour chiffrer vos objets sur S3 ou des objets dans une base de données. Ces clés, pour faire un tout petit raccourci, sont chiffrées par une clé maître qui est gérée par le système KMS, qui est propre à vous, évidemment, à chaque client. Si vous le souhaitez, il y a moyen de déporter le stockage de cette clé maître, c'est-à-dire que vous tournez des HSM chez vous. Des HSM, vous savez, ce sont ces hardware sécurisés qui stockent des clés, et vous configurez KMS pour aller chercher la clé maître. C'est pas pour aller la chercher, c'est plutôt pour lui faire générer des clés de données chiffrées par votre clé maître en dehors du cloud AWS. De cette manière, vous pouvez auditer les accès qui sont faits à votre HSM. Vous pouvez éventuellement couper l'accès à votre HSM, et puis vous avez la garantie, si
c'est besoin de montrer à vos auditeurs que les clés maîtres sont dans votre data center sous votre contrôle. Évidemment, c'est un gros changement dans la responsabilité partagée, parce que du coup, vous devenez responsable de la disponibilité de ces HSM. S'il y a trop de latence ou s'ils ne répondent pas, vous ne pouvez plus déchiffrer les clés data et vous n'avez plus accès à vos données. Donc, bien balancer le pour et le contre. Enfin voilà, la combinaison de Nitro et de l'External Key Store pour KMS, c'est un pas de plus, audité, prouvé par des sociétés indépendantes et externes dans un rapport qui est maintenant disponible. Voilà, c'était une longue introduction sur la sécurité, mais je pense que c'est nécessaire et la sécurité est notre première priorité, évidemment, c'est la vôtre également. Dans les nouveautés de la semaine, mon collègue Chen Yiyun a annoncé un nouveau service qui s'appelle AWS User Notification. Il est accessible par la petite cloche qu'il y a dans la console, en haut à droite dans la barre de menu de la console. C'est un panneau de bord, un panel de bord, un tableau de bord, de toutes les notifications qui sont générées par plus de 100 services AWS. Donc vous pouvez maintenant recevoir toutes les notifications émises par différents services, les notifications EC2, RDS ou autres, et les voir dans un seul tableau de bord, une seule vitrine pour toutes vos notifications. Alors c'est pratique parce que ça permet de les regrouper. Vous devez nous dire dans quelle région évidemment vous voulez les regrouper. Pour le moment on supporte États-Unis, Est-Ouest et Asie-Pacifique. Et puis vous devez dire pour quel service vous voulez recevoir des notifications. Il y a plus de 100 services qui sont disponibles maintenant, dont EventBridge. Donc n'importe quoi qui parle à EventBridge peut également générer une certification moyennant une règle de routage dans EventBridge. Vous configurez également les destinations, évidemment. Ça peut être l'email, ça peut être AWS Chatbot, ça peut être votre application mobile sur votre portable, Android ou iOS. Et une fois que vous avez configuré, vous allez recevoir les filtres également pour ne pas être spammé par trop de notifications, les règles d'agrégation des notifications. Et puis nous commencerons à délivrer les notifications en un seul endroit grâce à ce nouveau service qui a été donc lancé mercredi 3 mai, AWS User Notifications. Une nouveauté côté Athena également, la possibilité de réserver de la capacité. Vous savez, Athena, c'est un service serverless qui permet de faire des queries SQL. C'est un Presto managé. Ça permet de faire des queries SQL sur Amazon S3. Et jusqu'à présent, il y avait un pool de capacité multitenant partagé par tout le monde. Donc, quand vous envoyez une requête sur Athena, ça se pouvait qu'elle soit un peu mise en file d'attente pendant quelques secondes, quelques minutes parfois. Ça dépend un peu de la requête et de la région et de l'heure à laquelle vous la faites. Ce qui n'est pas très grave pour des queries ad hoc, exploratoires, mais il y a certains business process de nos clients qui dépendent d'Athena, des business de reporting notamment, etc. Donc, si vous avez besoin de pouvoir prévoir, ça va être plus facile à le dire comme ça, de pouvoir prévoir les temps d'attente pour exécuter vos queries Athena et de pouvoir prévoir les coûts d'exécution d'Athena également. Pensez à réserver de la capacité, un peu comme on peut le faire avec Lambda, avec EC2 et d'autres services également. Donc la possibilité de réserver de la capacité. Quand vous réservez de la capacité sur Athena, vous payez pour la capacité qui est réservée, que vous l'utilisiez ou pas, et ne vous payez plus par queries. Donc ça vous permet aussi de mieux contrôler les coûts liés à Athena. Il y a une quantité minimum à réserver. Ce sont des DPU, Data Processing Unit, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez les liens dans le blog post, pour 8 heures minimum, donc ça fait à peu près $60. Ça c'est le minimum que vous pouvez réserver. Après 8 heures, vous pouvez libérer la capacité évidemment, et on vous facture à l'heure. J'ai parlé d'Amplify en tout début de podcast, puisque aujourd'hui je présente une conférence sur Amplify Data Store, mais Amplify pour Flutter évolue également, puisque maintenant Amplify pour Flutter est disponible pour créer des applications web et des applications desktop. Ça veut dire qu'avec le même code base sur Amplify Flutter, vous pouvez targeter jusqu'à 6 plateformes, desktop, Linux, Windows, Mac, Android, iOS et web évidemment. Donc ça fait 6 plateformes avec un seul code base. Si vous créez des applications multiplateformes, vous connaissez probablement déjà Flutter. Jetez un coup d'œil sur Amplify Flutter. Donc c'est un ensemble de librairies qui vous permet d'accéder à des services cloud AWS de façon extrêmement simple depuis votre code d'application Flutter. Je l'ai
dit également dans l'introduction, AWS Lambda supporte Java 17. Vous pouvez déployer du code écrit en Java 17 sur AWS Lambda avec Corretto, évidemment, qui est la distribution de Java 17 d'AWS. De la même façon, j'ai vu passer un blog post de New Relic qui gère des plateformes cloud chez leurs clients et qui, selon eux, disent que Java 17 est la distro de Java la plus utilisée parmi la version 17. Hein. Donc il y a encore 11 et d'autres versions qui sont fort utilisées. Mais si on regarde juste Java 17, l'adoption de Java 17 chez leurs clients, c'était Oracle JDK qui était la distribution de Java la plus distribuée, la plus utilisée jusqu'à l'année passée. Et là, ça change. C'est Corretto qui est le plus utilisé chez les clients de New Relic, ce qui fait toujours plaisir à voir aussi. Il y a un blog post qui vous annonce quelques-unes des nouveautés de Java 17, mais enfin, si vous êtes développeur Java, a priori, vous savez déjà ce qu'il y a là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et comment vous pouvez commencer à écrire du Java 17 pour Lambda et donc déployer des applications qui sont faites avec Spring Boot 3 ou avec Quarkus ou avec Micronaut, par exemple. Donc, allez-y, c'est plus performant. Il y a plus d'outils également qu'en Java 11, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'en priver. À reInvent, j'avais blogué sur un service qui était en preview qui s'appelait AWS Verified Access. L'idée de Verified Access, c'est de pouvoir donner un accès sécurisé à vos applications internes. Imaginez que vous avez une application interne, donc elle tourne dans un VPC privé par exemple. Elle est uniquement disponible sur votre réseau interne. Et comment est-ce que vous donnez accès à cette application pour les gens qui ne sont pas sur le VPC ? Typiquement, avant, ça passait par du VPN et on faisait confiance au VPN. Si on a accès au VPN, ça veut dire qu'on a accès au réseau et donc on a accès à toutes les applications dans le réseau. Bon d'accord, il faut encore probablement taper un username, password pour s'authentifier, mais globalement, c'était ça. On faisait confiance au réseau. Nous évoluons dans un monde de sécurité zéro trust où on ne fait plus confiance à rien. Donc l'idée, c'est de prendre les endpoints de vos applications internes, privées, de les exposer en public à travers un nouveau nom DNS, par exemple public, myapplication, mycompany.fr, et d'appliquer toute une série de validations de politiques d'accès sur ce endpoint. Et si la politique d'accès est validée, alors forwarder les requêtes vers l'application privée. Alors quelles sont les requêtes qu'on peut vérifier ? Qu'est-ce qu'on peut vérifier sur une requête ? On peut vérifier l'authentification évidemment. Est-ce que la personne est bien celle qu'elle prétend être ? Donc avec de l'authentification par single sign-on par exemple. Mais aussi on peut vérifier toute une série de choses, par exemple les postures de sécurité de l'appareil qu'on utilise pour se connecter. J'utilise un Mac, est-ce que ce Mac est bien managé ? Est-ce qu'il a un antivirus à jour ? Est-ce qu'il a bien les certificats de mon entreprise ? Bref, vous, administrateur système, vous définissez les politiques de sécurité à donner à ce endpoint et chaque requête à ce endpoint sera vérifiée au prisme des politiques de sécurité que vous avez définies. Donc ça vous permet de donner un accès sans VPN à des ressources qui sont privées, qui sont dans un VPC privé. On utilise une technique similaire, alors je ne sais pas si c'est le même service ou si c'est autre chose qu'on utilise chez Amazon depuis plusieurs années et je dois dire que l'expérience utilisateur est top parce que je ne dois plus démarrer le VPN en début de journée quand je ne suis pas sur le réseau du bureau. On a accès à toutes nos applications internes, les wikis, les systèmes de tracking d'issue, de reporting, etc. sans plus jamais, quasiment plus jamais, devoir démarrer un VPN et c'est un vrai plaisir. Donc si vous voulez donner le même confort d'utilisation à vos utilisateurs, jetez un coup d'œil sur AWS Verified Access. AWS Fault Injection Simulator, FIS, F-I-S, c'est le seul service, j'aime bien blaguer avec ça, qui essaye de faire tomber vos infrastructures en test évidemment. C'est un service qui permet d'injecter des fautes, d'injecter des pannes dans votre infrastructure de manière à pouvoir expérimenter et voir comment votre application se comporte quand il y a plus de CPU disponible, quand la mémoire est épuisée, quand le réseau est extrêmement lent. Et puis d'autres cas de tests amusants que vous pouvez créer de manière à tester la résilience de vos applications, de tester l'observabilité également. Est-ce que vous monitorez les bonnes métriques? Est-ce que vous capturez bien le fait qu'il y a un problème avec l'application ou pas? FIS rajoute un nouveau type de test, c'est les tests disk is full, donc la capacité de pouvoir remplir un disque pour simuler ce qui se passe quand il n'y a plus de capacité sur un disque. Vous le savez, quand ça arrive sur votre laptop ou quoi, en général, le crash n'est pas loin. Donc c'est un nouveau test que vous pouvez faire, le No Space Left on Device, avec AWS Fault Injection Simulator.
Puis je terminerai ces nouvelles d'AWS des 2 dernières semaines pour ce podcast AWS en français avec AWS AppSync. AppSync, vous le savez, c'est un service entièrement managé qui expose des API GraphQL à vos applications, typiquement des applications web et mobile. GraphQL ayant l'avantage sur REST de pouvoir aller faire des queries sur plusieurs endpoints, donc d'agréger des données de sources différentes, et surtout aussi de pouvoir laisser le client définir quels sont les niveaux de données, quelle est la granularité des données, quels sont les champs que le client souhaite recevoir, ce qui permet de faire des API assez évolutives et performantes. Pour pouvoir aller chercher des données sur des sources de données, côté GraphQL, un serveur GraphQL exécute ce qu'on appelle en général des resolvers qui sont souvent écrits en JavaScript. C'est le code que le serveur GraphQL va utiliser pour aller chercher les données sur différentes data sources. La nouveauté, c'est que AppSync maintenant supporte des resolvers écrits en TypeScript. TypeScript, c'est JavaScript comme il aurait dû l'être. C'est un superset de JavaScript qui a été développé par Microsoft et qui est fortement typé, donc ce qui permet d'attraper toute une série d'erreurs au moment de la compilation plutôt qu'au moment du runtime. Et c'est toujours sympa d'avoir ces erreurs qui explosent à la face du compilateur plutôt qu'à la face de nos utilisateurs. Donc si vous faites des custom resolvers dans AppSync, sachez que vous pouvez les faire avec TypeScript maintenant dans AppSync. Et puis j'aime bien toujours terminer en citant le blog de quelqu'un de la communauté. Ici c'est le AWS Hero, Serverless Hero, qui s'appelle Yann Couy, qui est en Hollande si je ne me trompe pas, qui a un site web qui s'appelle theburningmonk.com. Il a fait un chouette article également qui explique comment faire de l'authentification par des groupes et de l'autorisation par des groupes avec AppSync et des Lambda Authorizers. Il explique le challenge de AppSync plus Cognito. Souvent, c'est difficile de faire des applications multitenants et de mélanger les attributs Cognito avec les groupes Cognito. Et donc, il propose une autre solution, de dire voilà, on va faire l'authentification ailleurs, dans Auth0 dans son exemple, mais ça pourrait être Okta ou autre chose, ou Ping par exemple, et puis importer certains attributs de l'identity provider et de ne plus utiliser Cognito, mais d'utiliser un système de groupe self-managé, donc avec des autorisateurs, je ne sais pas comment on dit, des authorizers Lambda, implémentés en Lambda, directement depuis AppSync. C'est intelligent, c'est malin tout plein, j'aime bien cette solution-là, c'est bien expliqué comme d'habitude, le fait Yann. Donc si vous jouez avec de l'autorisation par groupe sur AppSync, que vous n'avez pas nécessairement besoin de Cognito, allez jeter donc un coup d'œil sur sa solution, et les notes sont évidemment dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On parlera de certification la semaine prochaine. Comment se préparer à un examen de certification AWS. C'est un sujet que vous étiez nombreux à me demander de revoir, parce que j'en ai déjà fait un il y a quelques années, mais enfin c'est toujours bien de se mettre à jour. Donc si vous êtes en train d'étudier pour préparer une certification AWS, rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.